bonjour, nous sommes en direct à Lyon Eurexpo sur le salon Global Industrie et nous réalisons grâce aux moyens techniques de Global Industrie notre JT, un JT qui aura 3 parties ce mardi, mercredi et jeudi. Pour ce premier JT Arts et Métiers, je vous invite à découvrir la communauté Arts et Métiers et plus particulièrement l'entrepreneuriat au sein des arts et métiers. Sur le plateau, j'ai invité Jean-Guy Keromès, bonjour. Alors vous êtes au sein de la Société des ingénieurs arts et métiers, le monsieur VP Industrie, donc vous connaissez parfaitement les rouages, les mécaniques des arts. J'invite aussi Sandra Cologne. Sandra, vous êtes responsable innovation et entrepreneuriat à l'école nationale supérieure des arts et métiers. Exactement. Et dernier invité, Huang Lehi. Vous êtes Gazza, mais aussi vice-président d'Arts et Métiers Business Angel. Et avec vous, on parlera de c'est quoi un Business Angel. Première question, Jean-Guy. Comment est structuré l'entrepreneuriat aux arts et métiers, sachant que visiblement, quand on est élève, jusqu'à même créer sa boîte, sa start-up, on peut le faire. Mais je voudrais en savoir un petit peu plus. Alors, on peut le faire à travers un écosystème qui est probablement des plus complets sur le marché. Il y a des briques qui peuvent intervenir au niveau de l'école, on va en parler tout à l'heure avec Sandra. L'union des élèves a aussi des prestations dans ce domaine et les alumni ont aussi des supports de ce type. Ça va des parcours éducatifs de l'école, on nous en parlera, avec des parcours entrepreneuriat pour les élèves. Ça passe par la junior entreprise des élèves qui est en train de se fédérer au niveau national et qui a des offres dans ce domaine. Et ça passe par des services au niveau des alumni, services à la création, à la reprise d'entreprise, à la création d'entreprises de conseil, au financement aussi. Et donc on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, petite question. Vous parlez des jeunes, mais aussi on peut parler des gens un petit peu plus âgés aussi qui font de la reprise. Tout à fait. Alors, ça s'adresse aussi aux gazards qui sont dans la vie active, bien évidemment. Quand ils ont un projet, quel que soit leur âge et quel que soit l'avancement de leur projet, un projet de création ou de reprise d'entreprise, que ce soit dans les domaines industriels, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du conseil ou du management de transition, nous avons des experts qui sont capables de les accompagner, de les aider à préparer leurs dossiers de financement entre autres, de présenter des dossiers de financement à notre fondation. Nous avons une fondation assez importante qui finance un certain nombre de projets. Et nous avons aussi un accélérateur qui permet à des startups plutôt industrielles de passer à un stade très avancé et vraiment industriel. Alors, justement, si on reprend la première brique, Sandra, vous êtes au tout début de la chaîne finalement. Vous accueillez les élèves et certains élèves qui ont envie d'entreprendre, de suivre une filière une voie un petit peu différente. Exactement, au sein du parcours Grande École, donc la formation des ingénieurs, formation initiale des ingénieurs arts et métiers, nous avons structuré un parcours optionnel supplémentaire qui permet aux étudiants de valider un complément à leur diplôme d'ingénieur avec des compétences à valider en entrepreneuriat et en innovation technologique. Les deux termes sont importants, c'est-à-dire qu'on a des compétences spécifiques dans la création d'entreprises, mais également des compétences spécifiques en méthodologie d'innovation je change. Pardon. Je pense qu'on a eu un petit problème technique. Je change de micro. Je vais reposer la question au cas où. Oui. Tout simplement, vous êtes à l'école. Début de la formation. Auprès des étudiants, voilà, des élèves de l'école qui ont soit un projet propre de création d'entreprise, soit la volonté de faire de l'innovation en entreprise avec un format qui demande quand même de développer les mêmes compétences. Donc ce sont deux profils qui sont différents mais qui requièrent les mêmes compétences. Donc on a une formation qui leur permet d'aller dans le sens de ce projet. On a un réseau d'incubateurs partenaires de chacun de nos campus qui va permettre aussi un coaching, un accompagnement de ces porteurs de projets. Et puis on a au sein de nos propres laboratoires construit un réseau qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance Startup Industrie, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs, des experts en technologie qui vont pouvoir accompagner, aiguiller, aider le développement des technologies pour que ces startups techno puissent voir le jour, soit pendant la formation des élèves, soit après, puisque bien sûr ce réseau reste actif même après la diplomation. Alors je sais que Sandra,
C'est compliqué, mais est-ce qu'on a des exemples de jeunes gazards qui ont commencé, un jour ils ont frappé à votre porte, ils disent voilà, j'ai une petite idée, mais je sais pas comment faire. Est-ce que l'école me permet? Stories. Alors raconter. Voilà, c'est toujours un plaisir. J'en citerai quelques-unes. Foxart, Géosophie qui sont encore en cours de construction. On a Medusa qui est une start-up qui avait pour objectif de créer des motos électriques tout en gardant l'esprit, parce que les motos ils ont quand même un état d'esprit particulier. Alors ils n'ont plus le bruit du moteur, mais ils ont l'artisanat qui vient avec la sellerie en cuir, avec voilà tout ce qui fait la fierté française qui est retrouvée dans ces modèles-là. Donc avec Thomas Alkèbre qui est un brillant étudiant qui est passé par le dispositif et qui nous a permis un petit peu de prototyper notre réponse aux élèves et de construire un dispositif qui soit vraiment adapté à leurs besoins, qui permette de les accompagner pendant leur cursus qui est assez dense, tout en leur laissant la possibilité vraiment d'explorer sur le terrain cette création d'entreprise, d'aller tester leur marché, d'aller prototyper. Donc c'est aussi grâce à toutes les ressources de l'école qu'on peut donner accès à un tel dispositif, parce qu'on a des laboratoires. On a dans ces laboratoires de l'école et notamment qui se structurent aujourd'hui dans ce qu'on appelle des Evolutive Learning Factories, c'est-à-dire des vrais laboratoires que les startups peuvent intégrer pour venir prototyper, startups de l'école, mais également startups extérieures, puisqu'on a vraiment un réseau qui grandit. On a donc une infrastructure, des moyens sur les campus qui permettent à nos élèves de créer, qui permettent à des startups connexes de venir solliciter l'expertise des laboratoires. Et donc cet ensemble peut également donner réponse à des besoins industriels qui auraient été identifiés par notre filiale AM-Valor, par nos partenaires AMA également, et puis les anciens qui ont aussi des choses à nous adresser, des demandes à nous adresser. On va pouvoir créer des briques technologiques en réponse à des besoins réels de terrain. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, finalement, dans ce continuum, c'est vous, Huang, qui vous en occupez. Présentez-nous déjà Arts et Métiers Business Angel, parce que ça va peut-être même au-delà des arts et métiers, votre association. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, un réseau de Business Angel intervient. Je crois que le terme en anglais, c'est Venture Capital. Les Français l'ont traduit par capital risque, donc là on parle du risque, et on intervient, bien sûr une banque ne va pas prêter de l'argent ou même intervenir en capital auprès d'une start-up, c'est des individus ou un réseau de BA comme AMBA qui, en échange de part dans le capital, va injecter de l'argent dans ce qu'on appelle donc, le capital risque, qui est très très en amont. Après, il y a ce qu'on appelle le capital développement, donc c'est des boîtes un peu plus matures, et ensuite il y a le capital transmission. Donc on est vraiment très très en amont. Et si je présentais AMBA, donc l'acronyme veut dire Arts et Métiers Business Angel, donc c'est un réseau d'investisseurs de BA qui d'ailleurs c'est pas uniquement ouvert aux alumni, c'est ouvert un peu à tout le monde. On a 20% de non-Gazar qui a été créé il y a une petite douzaine d'années, qui comprend 150 membres. La spécificité, c'est qu'on n'est pas uniquement à Paris, on est un peu comme l'école, on est aussi en région, c'est-à-dire qu'on peut sourcer, instruire des dossiers en région, donc on est au plus près des porteurs de projets qui viennent nous voir, qui sollicitent un investissement. Donc on passe aussi beaucoup de temps à conseiller, à dire non au financement, et on finance peut-être 2 ou 3% des startups qu'on voit. C'est ce qu'on appelle le deal flow. On reçoit beaucoup de dossiers. Alors justement, on va rembobiner le fil. Et donc c'est pas uniquement investir, c'est aussi accompagner, parce qu'une fois qu'on investit pendant le premier tour de table, donc ce qu'on appelle le seed ou l'amorçage, on a assez souvent un référent, souvent c'est le lead instructeur, qui fait partie ensuite de la gouvernance de la société, donc qui est au comité stratégique de la start-up. Donc très concrètement, j'ai une idée, je structure le truc, je vous envoie via l'adresse, et après vous me parlez de lead instructeur, mais moi j'ai envie de savoir sur l'ensemble des dossiers, Dieu sait que vous en recevez je pense beaucoup, comment vous faites pour choisir telle ou telle société? Alors, c'est quoi c'est au nez, c'est au feeling, je crois qu'il n'y a pas il y a peut-être une secret sauce, un process, c'est-à-dire que il y a bien sûr un consensus, c'est-à-dire que on a une équipe de sélection en deal flow qui regarde les dossiers. Alors il y a des critères qui ne sont pas toujours avec des critères assez hard. L'un des principaux critères, bien sûr, c'est l'équipe, c'est la capacité à exécuter, c'est leur motivation, leur vision, leur expérience. Après, c'est le marché.
le modèle économique, la concurrence. Il y a quand même beaucoup de critères. Après, c'est l'expérience qui... Souvent, les membres, enfin, qui sont les adhérents à beaucoup de réseaux de Business Angel ont quand même de l'expérience, de par leur expérience professionnelle. Ils ont déjà investi, mais bon, il y a des gens qui commencent leur parcours. Et c'est une activité où on apprend toujours et il n'y a pas de recette miracle. Quand on investit dans départ dans une start-up, c'est illiquide, c'est-à-dire qu'on est là pour toute la continuité de la boîte. Donc, mais je ne peux pas vous dire la recette miracle, malheureusement, il n'y a pas de... Alors, donc, il n'y a pas la martingale. Non, il n'y a pas de martingale, malheureusement. Alors, justement, comment, vous trois, vous arrivez à communiquer, je dirais, pour qu'il y ait cette fluidité, pour essayer de favoriser l'entrepreneuriat? Alors, nous avons identifié toutes les briques de l'écosystème dont j'ai parlé tout à l'heure. Les briques de l'école, les briques comme à MBA, les autres dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Et j'ai fait des séances où on réunissait tout le monde de façon à ce que tous se connaissent bien. Et qu'on ait un réflexe, quand on a une question qui ne tombe pas directement dans le domaine de compétences, de s'adresser à celui ou à celle qui a la compétence sur une des autres briques. Et on essaye de décrire les relations et des processus simples qu'il y a entre ces différentes entités. De façon à ce que, très naturellement, par exemple, pour donner un exemple concret, il y a eu un accord, c'est pas un accord, mais un processus de signé entre le Rexam, qui est l'organisme qui accompagne les créateurs de sociétés de services et de management de transition, et la junior entreprise de Paris, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des intérêts à travailler ensemble. Il y a eu un accord de signé il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse, entre l'école, entre Sandra et Arrêt Métier Accélération. Parce qu'il y a une continuité à certains moments. Quand vous finissez dans un incubateur, on peut avoir besoin de rentrer dans un accélérateur d'entreprise. Et donc tout ça, ça se fait assez naturellement, mais ça se fait en ayant une espèce de processus décrit quand même. Alors, avec l'expérience de toutes ces années, est-ce qu'il y a des profils, je dirais, des thématiques à la fois industrielles ou d'entreprises à créer que vous voyez se dessiner? C'est plutôt du green, c'est plutôt de la tech. Alors, ils vont apporter un éclairage. Alors, un premier point, les entreprises que nous accompagnons, ou les créateurs que nous accompagnons dans tous les domaines. C'est-à-dire que le CLENAM accompagne des repreneurs d'entreprises qui peuvent être, d'ailleurs on en a vu ce matin sur le salon, quelqu'un qui a repris une entreprise qui est présent sur le salon et qui est passé par le CLENAM avec un accompagnement. Une entreprise industrielle pour le coup qui fait de la découpe fine de tôle. Je vous ai parlé des entreprises de management de transition, donc ce sont des domaines assez diversifiés. Les tendances, alors on a quand même une petite différence dans cet écosystème, que nous sommes quand même naturellement, par notre compétence et par la légitimité que les arts et métiers ont dans ce domaine, assez orientés industrie. Des organismes qui s'occupent de l'accompagnement de start-up industrielles, il n'y en a pas tant que ça en fait, quand vous regardez bien. Et donc c'est quand même une spécificité. Et nous avons, alors là je vais laisser en dire un mot, toutes les tendances sociétales normales que nous suivons actuellement, le green effectivement, l'industriel j'en ai parlé, le 4.0, l'industrie du futur est un point quand même extrêmement important dans lequel l'école avec les alumni s'est lancé un très gros programme de développement de Learning Factories, et c'est quelque chose qui est aussi une des spécificités de cet écosystème. Mais je vais laisser... Alors Sandra, justement, vous qui les voyez, qui les côtoyez, ces élèves, ils ont envie de faire quoi, de créer quoi en ce moment? On est sur les tendances sociétales, Jean-Guy l'a dit, hein. Donc une très grande préoccupation pour l'environnement, bien sûr.
Les thématiques telles que l'hydrogène ressortent très très souvent, mais aussi l'économie d'énergie, tout ce qui va être en lien avec la purification de l'eau, voire la production d'eau dans les zones arides, puisqu'on sait qu'il y a un phénomène de désertification aussi qui s'accroît. Donc les problématiques écologiques sont très très centrales dans les préoccupations des élèves. Mais il ne faut pas oublier que Arts et Métiers, c'est une école d'ingénieurs généralistes, et que donc nos élèves ont la capacité à travailler sur des thématiques très très diverses et à s'acculturer aussi très facilement, de par leur formation de base. Donc voilà, on va avoir aussi beaucoup de projets très tech qui vont aller vers le digital, même si on n'est pas une école spécialisée en digital. On a de plus en plus de choses qui vont aller vers le digital à travers la réalité virtuelle et la réalité augmentée, entre autres, qui font partie par contre des expertises de certains de nos laboratoires. On a quand même un nombre de laboratoires suffisamment conséquent pour couvrir un spectre très très large et des thématiques très diversifiées. Voilà, qui vont de l'automobile à l'aéronautique, en passant par tout type de mécanique des fluides. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de thématiques. Et les étudiants sont, comment dire, à l'image de cette diversité, friands de développement de start-up plutôt technologiques dans ces différents domaines-là. Et une des orientations que nous avons prises, et je remercie Jean-Guy de l'avoir initié ce début de complément, ça a été de se positionner dans cet environnement entrepreneuriat qui est assez diversifié sur de l'entrepreneuriat technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi aujourd'hui on a créé un écosystème en s'articulant avec AMA, l'accélérateur d'arts et métiers, on a créé un écosystème d'entrepreneuriat technologique à Station F qui s'adresse effectivement à nos élèves, aux GADS en règle générale, quel que soit leur âge, mais également à des personnes externes qui souhaiteraient solliciter l'expertise des laboratoires arts et métiers. Et ça, c'est très intéressant parce que depuis un an, on a vraiment une nouvelle vague d'ingénieurs qui se présentent à nous, des ingénieurs de Polytechnique, des ingénieurs de différentes grandes écoles, les mines, qui nous disent nous, on voudrait travailler avec les arts parce que ce qu'on veut, c'est cette expertise-là. Cette expertise en R&D que vous avez, on voudrait l'exploiter pour pouvoir faire de la conception, du prototypage, les moyens que vous avez physiquement sur vos campus, nous voudrions pouvoir les exploiter et on voudrait que vous nous accompagniez dans la création d'une start-up technologique. Donc on voit vraiment cette valence qui est donnée à Arts et Métiers aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et je crois que c'est important. Alors Huang, moi vous n'avez pas voulu répondre à ma question parce qu'évidemment la martingale on ne la connaît pas, mais vraiment s'il y avait, vous avec cette expérience-là, et à la fois de Gadzar et de personnes qui met son propre argent sur une entreprise, quels seraient les quelques vrais commandements que vous pouvez donner à un candidat pour adresser un dossier? C'est quoi les bons conseils, les bonnes pratiques? Je reviens juste par rapport à les aspirations de beaucoup d'élèves ou beaucoup de porteurs de projets qui sortent d'école ou... Moi, j'ai l'impression que, et ça reflète aussi cette jeunesse qui s'inquiète de son futur, etc. Je crois que ils veulent changer, améliorer le monde. Donc, on parle beaucoup d'impact. Même si c'est une marque de vêtements, ils vont dire il faut que ce soit recyclé, l'upcycling, etc. Donc, il y a toujours dans la food, dans tout ce qui est énergie, etc. Il y a beaucoup ces préoccupations-là. Après, juste ce qui marche beaucoup. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle ce qui marche. Est-ce que les phénomènes de mode, il y a eu les trottinettes électriques, etc. En ce moment, on voit beaucoup de ce qu'on appelle le quick commerce ou les dark stores avec des startups qui viennent de Turquie, enfin Getir ou de Gorillaz d'Allemagne ou le Francia Kazoo où Carrefour a pris des parts, etc. Donc il y a un peu des modes des fois et très très bien financés. Alors est-ce que c'est ça la mesure du succès? C'est-à-dire où est-ce que le succès, est-ce que cette startup-là, à un moment donné, elle se fait racheter ou elle va en bourse? Alors voilà, tout dépend de ce qu'on appelle le succès. Nous, en tant que modeste Business Angel, nous, ce qu'on veut quand on finance, puisqu'on est la première brique à financer, qu'on appelle le seed, ce qu'on espère, c'est que la start-up va atteindre des jalons de produits finis et commerciables, peut-être de vente, qui va lui permettre de faire une deuxième levée qu'on appelle, c'est assez normé, ce qu'on appelle une série A, ensuite une série B, une série C, quelque part. Ce financement, il faut qu'il passe de main en main avec des acteurs. Ensuite, c'est des VC français. Peut-être après, quand la startup va se développer en Europe ou aux États-Unis, c'est avec un VC, le lead qui va syndiquer le tour, ça va être un VC américain. Donc nous, c'est ça qu'on espère. C'est avant de penser à la sortie, c'est qu'elle puisse faire tous ces tours parce que souvent, une startup a besoin de beaucoup lever. Plutôt que de choisir la rentabilité sur un petit marché, elle préfère s'étendre et acheter de la croissance et donc il lui faut de l'argent. Donc avec cette expérience-là, et c'est plus mon point de vue ou ce que j'ai pu voir, donc c'est un peu le feedback loop que j'ai pu voir, ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez un peu
un entrepreneur qui a un peu d'expérience et qui a déjà créé et fait un exit, ça c'est toujours important, une équipe complémentaire et avec une ambition un peu démesurée et peut-être un peu folle. Des fois, c'est quelque chose qui vous montre qu'il ne va pas se restreindre à telle chose et qu'il va attaquer un gros marché. Et après, c'est la capacité de travail qu'il a, c'est sa capacité à recruter des bonnes personnes. Donc voilà, c'est peut-être l'aura ou donc ça tourne beaucoup autour de l'équipe et de la capacité d'exécution. Alors, vous n'allez pas regarder que les diplômes, ne sont peut-être pas pertinents, mais il a ce plan à faire, son business plan. Et est-ce qu'il va réussir à le faire? Est-ce qu'il va pour les ventes? Il va recruter un chef des ventes? Donc c'est ça, il faut se projeter et voir est-ce que dans 2 ans, le business plan qu'il nous a vendu, il va réussir à le faire avec le financement qui va lui permettre de tenir 18 mois, 1 an, 2 ans. Donc ça tourne autour de l'équipe, du marché et de la concurrence. Donc c'est ça, les conseils. Et vous, Sandra, c'est justement quand vous les prenez, vous les détectez déjà, vous voyez, tiens, on sait qu'il y a une fibre entrepreneuriale. Alors effectivement, il y a quand même des prédispositions, on va dire, dans le caractère, dans la proactivité, dans la lucidité. Et moi, je dirais, ce qui fait, pour moi, un bon candidat à l'entrepreneuriat, c'est la capacité à écouter et à comprendre. C'est-à-dire que tous n'auront pas les mêmes compétences aux mêmes endroits. Pour pouvoir bien recruter, il faut avoir une certaine forme de lucidité, il faut être conscient de ses propres faiblesses, il faut savoir se faire accompagner, trouver les bons compléments à ses propres compétences. Il faut savoir se remettre en question. C'est pour ça que je dis que l'écoute, c'est peut-être la première qualité. Hein. Je vois un hopinement de tête à droite, voilà. Confirme, Jean-Guy? Vous confirmez? Oui, c'est tout à fait clair parce que, en fait, les créateurs viennent souvent voir quelqu'un pour les accompagner pour répondre à une question qui leur paraît complexe et qui ne l'est pas forcément. Exemple typique, quelle sera ma structure juridique? La structure juridique, ce n'est pas un problème, ça se décide à un moment donné, c'est presque une conséquence. Les questions que l'on pose naturellement, comme on l'a dit, c'est est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que vous connaissez le marché? Est-ce qu'il y a un besoin? Enfin, des choses relativement classiques. Ou est-ce que vous créez le besoin? Enfin, qui arrive assez souvent. Et donc, les questions qui vont être posées par l'accompagnateur ou l'accompagnatrice vont être centrées là-dessus. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Les gens que nous accompagnons sont au tout début très contents d'avoir quelqu'un qui les parraine. Et puis au bout de 2-3 réunions, les questions étant assez ciblées, ça énerve un peu parce qu'on continue à poser des questions. Bon, vous avez peut-être une très bonne idée, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un marché? Et donc on reste sur des questions comme ça. Et donc c'est assez animé, mais il n'y a pas de martingale, hein, comme on disait tout à l'heure. Et puis il faut essayer de sentir chez la personne sa capacité à manager le projet globalement et à manager les équipes. Ça, c'est important. On peut avoir une très bonne idée et être un très mauvais manager, ça ne marche pas très longtemps. Ou alors, il faut s'entourer très très vite de bons managers. Enfin, ce sont des choses qui se pratiquent. Et donc, en fait, avec l'ensemble de ces services que nous avons, globalement, on peut couvrir à peu près tout. Il y a un point, par exemple, dans la Silicon Valley, on a beaucoup parlé, enfin dans d'autres domaines aussi, de startups qui ont été créées par des spin-offs. Les spin-offs, c'est-à-dire, vous prenez un labo de recherche qui a une très bonne idée et qui crée une entreprise à partir... Enfin, les gens qui ont travaillé sur ce projet, sur cette recherche, créent une entreprise et qui peut devenir très célèbre. Je pense à une entreprise comme Sun Microsystems, qui est une émanation de Stanford. Hein. Bon. Eh bien, il y a une équipe à M-Valor au sein de l'école qui est le point d'entrée naturel pour les contrats de recherche et qui a aussi une activité d'accompagnement de spin-off de recherche. Parce donc on essaie de couvrir à peu près tout le spectre. Le financement, on en a parlé avec Wang, mais aussi le financement par la Fondation Arts et Métiers qui, sur certains projets, peut être amené à faire un financement. Donc on essaie de couvrir l'ensemble des questions que peut se poser un créateur. Je vais rebondir sur ce point parce que, effectivement, à travers AM-Valor, on essaie de clarifier les besoins que peuvent avoir certains industriels. C'est le filtre. Voilà, qu'on va essayer de compléter. On va essayer de répondre à ce besoin en apportant nos briques technologiques, celles issues des laboratoires, celles des startups issues de nos laboratoires, celles des startups connexes. Et une des questions posées en introduction était de savoir comment s'était constitué ce réseau et quelles étaient les relations entre chacune de nos entités. Je remercie beaucoup Jean-Guy qui, en sa fonction de VP, a clarifié
justement. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, ce qui est le maître mot, c'est la clarification. La clarification de l'objet de la start-up, la clarification des objectifs, la clarification des moyens. Et dans cela, il faut effectivement avoir quelqu'un qui a une vision suffisamment large, une compréhension globale, même s'il n'a pas les compétences dans chacun des champs, mais qui sera capable d'aller chercher les bons partenaires pour compléter ses compétences et faire en sorte que la réponse soit la plus complète possible aux besoins. Alors, petite question à Wang. Vous êtes une communauté de business angels, mais est-ce que vous acceptez d'autres business angels, les gars qui ont envie de vous voir en disant mais moi j'ai envie de participer à quelque chose, j'ai envie d'intégrer à MBA. C'est possible? Oui, bien sûr. On recrute, on est en recrutement permanent et on invite des gens à assister à nos séances de pitch. On leur explique un peu notre process. Ils viennent aussi à des séances de pitch de closing et ils voient un peu la manière dont on fonctionne. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues et les gens apportent leur connaissance de tel ou tel marché, leur connaissance de savoir-faire, enfin, d'avoir déjà fait dans le passé, dans leur métier, une due diligence, une instruction, de pouvoir investir si le projet leur plaît. Donc c'est vraiment une communauté ouverte, mais tous les réseaux font la même chose. Et moi, si je parle en Ile-de-France, les réseaux parisiens se parlent beaucoup. Nous, à MBA, mais on parle aux principaux réseaux et on fait d'ailleurs beaucoup de co-instruction et de co-investissement avec nos réseaux voisins. Il y a pas on n'est pas concurrent, on ne voit pas un super dossier puis on dit on le garde pour nous, on va le financer que pour nous et puis le multiple ou l'exit sera que pour nous. Non, en général, c'est très bienveillant et c'est très collaboratif entre BA d'un même réseau, voire avec des BA individuels ou des fois des fonds. Alors, dernière petite question, si vraiment on a envie d'être un business angel mais un petit peu pas trop dans les dossiers, c'est possible aussi avec vos véhicules financiers. Tout à fait. On a des gens qui sont très impliqués, qui veulent choisir, qui veulent instruire, être référents et qui veulent participer à la vie de l'entreprise qui est financée. Et on a des gens qui viennent aux réunions, qui ne se sentent pas de prendre en charge une instruction, de la recommander parce qu'ils disent mais si ça va au tapis, ça sera de ma faute, etc. Donc il y a des gens qui sont entre parenthèses suiveurs, mais qui sont quand même actifs et qui investissent. Et via des véhicules communs où c'est pas eux qui choisissent, mais c'est choisi par une équipe de gestion, effectivement. Sandra aussi, donc dans les recrutements des élèves, vous faites une vraie propagande ou en fait finalement ils viennent vous voir naturellement? Je crois que alors on communique globalement dès l'entrée en formation en première année parce qu'on essaie de sensibiliser à l'entrepreneuriat. On sait qu'entre la terminale et la fin des études dans le supérieur, il y a une perte voilà, de candidats potentiels à l'entrepreneuriat par crainte, par méconnaissance. Donc on a une fonction d'information. Cette fonction d'information, elle est faite pendant la première année à travers des événements, à travers des conférences, à travers voilà, tout un tas d'éléments qui sont censés amener la connaissance de la possibilité d'entreprendre. Ensuite, on laisse l'opportunité à ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin de candidater en fin de première année pour intégrer un parcours de formation qui s'appelle le parcours entrepreneuriat et innovation technologique. Et dans ce parcours, ils vont avoir à la fois une formation, la possibilité d'être pré-incubés, d'être coachés, accompagnés pour voilà, voir si le projet est faisable. Donc, on a... Oui. Il y a de quoi. On a de quoi. Mais alors, cette demi-heure est très très vite passée. Oui. Je remercie vraiment les équipes de Global Industries pour nous accueillir sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous demain plutôt pour parler de recherche partenariale au sein des arts et métiers. Là, c'est pareil, vous allez comprendre comment l'ensemble de la communauté travaille autour, je dirais, de cette recherche entre entreprise d'un côté et laboratoire de l'autre. Petit dernier mot de la fin, parce que je pense que le générique n'est pas encore arrivé. Jean-Guy ? Si vous avez envie de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, quel que soit votre âge, on trouvera un support et un accompagnement dans le réseau que nous avons sans aucun problème, quel que soit le sujet. Donc, on rappelle des sites internet ? Alors les sites internet, il y a les sites internet de l'école d'une part, ENSAM, enfin Arts et Métiers et Sciences et Technologies, pardon, sur lequel vous avez les points d'entrée dont on a parlé. D'ailleurs, vous avez la description des parcours dont on a parlé dans le PUIT. Vous avez le site des Business Angels avec un certain nombre d'informations qu'on va vous allez trouver dessus. Et vous avez le site de la Société des ingénieurs arts et métiers, sur lequel vous trouverez tous les points d'entrée dont j'ai parlé, le Rexam, le Clénam, dont les différentes entités, AMA, etc., sans aucun problème.
Très bien, merci beaucoup donc, pour je rends l'antenne, il est 13h31. Donc, sinon, rendez-vous donc demain à partir de 13h pour le journal des arts et métiers où on parlera de recherche partenariale. Enfin, jeudi, nous parlerons de l'implication des ingénieurs dans la problématique de la reprise et de la réindustrialisation. Merci encore, à très bientôt.